tous et à toutes. Donc a priori il y a plus d'hommes que d'habitude ce soir, donc le sommeil doit être une problématique masculine. Comment? J'ai pas de soucis. Ah, donc c'est la sophrologie. Non, parce que ça fait depuis le mois d'octobre, on fait des conférences, à chaque fois il y a un, voire deux hommes. Là, ce soir, on est plus trois. Donc bienvenue. Nous allons faire le cheminement de comment la sophrologie peut agir sur le sommeil tout au long de cette conférence. Alors on y va. Donc apprendre à potentialiser son sommeil. Alors, pourquoi parler du sommeil? Pourquoi nous avons eu envie de parler du sommeil? Parce que, ben voilà, c'est des statistiques. Hein. Après 50 ans, une personne sur 3 prend des médicaments pour dormir. Une personne sur 3 se plaint de mal dormir. 70% des personnes qui se lèvent avant 5 heures du matin manquent de sommeil. Donc, après, c'est de la dette de sommeil qui s'accumule. Un enfant sur 3 ou 2 adolescents sur 3 ont sommeil en classe. Et donc, une petite statistique, donc le temps de sommeil passé est de 7h30 à 6h30 au XXe siècle chez l'adulte en France. Hein, c'est une moyenne. Donc, il y en a qui dorment moins, il y en a qui dorment plus, bien sûr. Hein. Mais c'est la moyenne du sommeil. Sachant qu'en moyenne, quand même, la majorité des gens ont besoin, là je parle de besoin, 8 heures de sommeil. Hein. Donc, on est en dessous le besoin général de la population. Les gens ne prennent pas assez de temps de dormir. Alors, quelles sont les fonctions du sommeil? Déjà, si on rentre dans une privation de sommeil, comme je disais tout à l'heure, on peut entrer dans une dette de sommeil, hein, soit parce qu'on dort mal, soit parce qu'on ne dort pas assez, parce qu'on ne prend pas le temps de dormir. La dette du sommeil engendre des troubles de vigilance qui sont équivalents à l'alcoolisme. Hein. Les vertiges, on se sent un petit peu plané, on est beaucoup moins vigilant, on a des réactions beaucoup moins vives. Des prises de poids. Alors, la prise de poids peut être par un processus physiologique déjà, mais aussi un processus de compensation en mangeant davantage, parce que si on ne dort pas assez et qu'on se sent somnolent, on va vouloir prendre de l'énergie à travers l'alimentation. Hein, donc ça peut engendrer une prise de poids. Du diabète, de l'hypertension artérielle, et puis après des douleurs, hein, des douleurs multiples, parce que quand on dort mal et qu'on est fatigué, on peut rentrer dans des tensions physiques qui engendrent des douleurs. Et puis il y a bien sûr, sûrement bien d'autres choses. Les fonctions connues du sommeil. Donc, pendant le sommeil, quand on n'a pas atteint sa grandeur adulte, on grandit pendant le sommeil. C'est là que toutes les sécrétions d'hormones vont se faire pour pouvoir grandir et se régénérer. Donc après, quand on est plus âgé, qu'on est adulte, on va se régénérer pendant le sommeil. Se protéger. Alors là, on a mis des attaques des microbes, mais c'est parce que le système immunitaire est stimulé et activé pendant notre sommeil. Récupérer des forces, hein, ça c'est pendant le sommeil lent. Tout à l'heure, je vais vous expliquer les cursus du sommeil. Et pendant la première phase de sommeil lent, on va récupérer des forces. Sachant que si je rejoins la médecine chinoise, vous avez entendu parler des méridiens en lien avec les organes, hein, et les méridiens sont en lien avec les cycles lunaires, et pendant même pendant la journée, hein, mais pendant le sommeil d'autant plus, chaque méridien va travailler en purification pour activer et purifier nos organes. Donc c'est vraiment des phases de purification, de régénération. Et bien sûr, si on dort bien, on va vers la réussite, on augmente ses performances, alors des performances sportives qui ont été prouvées, mais des performances de la vie quotidienne aussi. Hein. On va être mieux concentré, on va être plus efficace, on va être plus dynamique. Hein. Et donc des performances probablement intellectuelles aussi. Alors, si on rentre dans le rythme veille-sommeil, nous avons une horloge interne. Une horloge interne qui est régulée avec la température de notre corps. D'accord ?
On s'endort quand la température commence à baisser le soir, donc en fin de journée, je vous montrerai un petit dessin tout à l'heure, en fin de journée, la température du corps baisse, et c'est ce qui nous amène à avoir envie de dormir. La température est à son minimum pendant toute la nuit et va remonter le matin pour nous éveiller. Ok ? Donc la température du corps est une influence pour nous emmener dans le sommeil. Donc les synchroniseurs, ce qui facilite le sommeil, les synchroniseurs extérieurs, c'est la luminosité, en jouant sur la luminosité. Donc si en plein jour, on aura beaucoup moins envie de dormir que quand il fait sombre. C'est important de prendre ça vraiment en considération, ces synchroniseurs extérieurs, parce que le soir, si vous êtes devant un écran qui vous envoie des ondes lumineuses trop violentes, vous n'aurez jamais envie de vous endormir. Donc ça, c'est important d'en prendre compte, parce qu'il faut, et moi ça je l'ai vraiment repéré, pendant un temps je travaillais tard le soir, et au moment où je me couchais, mais il me fallait presque 1 heure avant de m'endormir. Il faut baisser les lumières le soir à l'intérieur de sa maison, pour que le sommeil arrive plus facilement. Il faut éviter d'aller faire son footing le soir avant d'aller au lit. Là c'est pareil, moi pendant un temps je faisais du sport le soir, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, parce que pendant 1 heure derrière, on ne peut pas dormir, parce que là, il y a une excitation d'adrénaline, et c'est pas possible. L'activité intellectuelle aussi, si vous vous mettez à travailler, à cogiter avant d'aller au lit, si vous ne faites pas un sas de décompression, vous n'arriverez pas à dormir. Bonsoir. Même la méditation, je fais des ateliers de groupe de méditation, et moi je me suis aperçue que le soir où je faisais de la méditation, il me fallait énormément de temps pour dormir. Alors là c'est un autre processus, c'est que la méditation ressource en énergie, donc les batteries sont chargées, et après c'est très difficile, et oui, en fin de compte c'est gorgé d'énergie, et c'est très difficile de s'endormir. Donc là c'est pas de l'excitation, mais c'est le plein, les batteries sont pleines. Donc il faut toujours faire attention à ce que l'on fait avant de dormir. L'alimentation, bien sûr, si elle est régulière, elle favorise le repérage dans le temps. Tout à l'heure, on disait qu'il ne fallait pas manger trop tard, parce qu'il y a le problème de digestion. Si on mange un quart d'heure avant d'aller se coucher, on va avoir beaucoup plus de mal à s'endormir, et encore, c'est peut-être même pas de s'endormir, mais c'est le risque de se réveiller, parce que la digestion est en train de nous fatiguer. Et si on mange à n'importe quelle heure, le corps n'a pas ses repères, ses balisages pour cadrer certaines choses. C'est comme les enfants. On leur donne un rythme, le rythme de la sieste, le rythme du dîner, ils savent que tant de temps après le dîner, ils vont se coucher. Eh bien, il y a une partie de nous, notre horloge interne, a besoin d'un minimum de ça. Une majorité du temps, il faut être régulé dans un rythme. Et tous ces repères vont favoriser déjà un endormissement. Alors, donc 2 périodes qui favorisent le sommeil. Donc la période de la nuit, c'est au minimum entre minuit et 6 heures du matin. J'ai envie de dire pour les dormeurs, les petits dormeurs, minuit 6 heures, les gros dormeurs, 22 heures 6 heures. Après minuit, le sommeil n'est pas du tout le même. Si on se couche à 2 heures du matin pour se lever à 10 heures du matin, on ne va pas dormir de la même façon. Parce que quand même, on a notre horloge interne aussi qui est reliée au rythme planétaire, voilà, oui, et au cycle lunaire aussi. Donc il faut un minimum se caler dessus. Et c'est pour ça que les gens postés, eh bien, ils ont des choses à mettre en place pour essayer de réguler ça. Et donc le jour, il est normal d'avoir envie de faire une sieste, parce que la température du corps baisse entre 13h et 16h. Alors c'est pas forcément pendant tout ce temps-là, mais il y a un temps. C'est pas une sieste de 13 à 16h qu'il faut faire. Mais on le sent, alors souvent les gens le mettent sur le dos de la digestion, comme je disais tout à l'heure, mais c'est pas que la digestion. Bien sûr, si vous avez fait un repas de gargantua, vous allez avoir plus envie de dormir que si vous faites un repas très léger. Mais de façon physiologique, nous avons
une baisse de température entre 13 et 16 heures. Donc il est intéressant de faire une pause à ce moment-là, ce qu'on appelle en sophrologie la sieste flash. Sieste flash en sophrologie, elle dure 10 minutes. Quand on est expérimenté, on sait descendre, prendre quelques minutes pour s'énergiser justement, cet état méditatif, et remonter. C'est même 9 minutes, c'est 9 minutes la sieste flash. Après, sinon, c'est 20 minutes maximum, mais il n'y a pas besoin de plus. Et même l'idéal, c'est de le faire en position assise. Quand on sait faire de la sophrologie, parce que la sophrologie se pratique beaucoup en position assise, c'est 10 minutes, 10-12 minutes en position assise. Comme ça, vous ne partez pas dans un très très profond sommeil, parce que quelquefois, de s'allonger, après, on part dans un profond sommeil, mais on se réveille en sursaut, parce qu'on sait qu'il ne faut pas dormir trop longtemps, et c'est là où on a la tête de travers. Tandis qu'en étant assis, on fait baisser le niveau de vigilance, on se régénère, et on repart. On n'a pas le temps d'avoir la tête de travers. Et on n'a pas le temps d'avoir la tête de travers. Juste, il y a la canalisation d'énergie qui arrive et qui fait le plein. Comment ? Si vous nous dites que la sophrologie, ça se fait assis maintenant, ça n'a plus rien à voir avec il y a 30 ans en arrière où on était couché. Non, la sophrologie, elle a toujours eu une partie, même debout, assise, allongée. Moi, j'ai suivi les séances de sophrologie, pour vous dire qu'on était couché. Oui, mais c'est parce que le sophrologue, vous les faisait vivre couchés. Puis ça peut-être de la relaxation. Puis c'était peut-être de la relaxation et qui avait été nommé sophrologie, je ne sais pas. Le but, c'était d'arriver à s'endormir. C'était de la relaxation, parce que la sophrologie, c'est surtout pas le but de s'endormir. C'est au contraire, éveiller un état de conscience qui est entre veille et sommeil et qui permet d'ouvrir d'autres portes. C'est le docteur Caicedo, un neuropsychiatre, qui a créé ça, et il a toujours mis de la dynamique dans la sophrologie. Là, le schéma du cycle entre veille et sommeil. Donc si on part à 19 h, la température du corps baisse, donc la vigilance va baisser jusqu'à 5 h du matin. À 5 h du matin, la température va remonter pour être au plus haut jusque vers 13 h. À 13 h, il y a un petit creux qui remonte à 15 h. Et on continue notre journée. D'accord ? On continue le cycle. Donc ça fait vraiment un grand creux la nuit et une petite baisse entre 13 et 15 h. Quand on est au plus haut de la température, c'est l'éveil, et quand on est au plus bas, c'est le sommeil. Alors les cycles du sommeil pendant une nuit, donc il y a 4 à 6 cycles d'1 h 30, selon votre durée de la nuit. Pendant ces cycles d'1 h 30, il y a 2 types de sommeil, le sommeil lent. Pendant le sommeil lent, nous avons une récupération d'énergie, une restauration d'énergie, et le sommeil paradoxal, qui est une récupération physique et émotionnelle. D'accord ? Et entre les deux, il y a des courts éveils dont on n'a pas vraiment conscience. D'ailleurs, il paraît que j'ai lu un article là justement sur Sophrologie Magazine d'un professionnel du sommeil qui expliquait que, en général, quand il y a des bébés dans la famille, c'est souvent la maman qui se réveille, qui se lève, qui entend le bébé pleurer. Et elle expliquait ça, c'est quelque chose d'archaïque. Elle expliquait que le sommeil de l'homme est plus profond, a moins d'éveil, parce que dans le temps archaïque, c'est l'homme qui allait à la chasse le matin, et il fallait qu'il soit en pleine forme. Donc physiologiquement, on est construit que la femme a plus d'éveil, et c'est la femme qui s'occupait plus des enfants, donc elle a plus d'éveil pendant la nuit que l'homme. Alors, le train du sommeil. Schéma sur le principe sommeil lent, sommeil paradoxal. Donc le sommeil lent, c'est 75% du sommeil, le sommeil paradoxal, c'est 25% du sommeil. Mais plus on avance dans la nuit, comme vous le voyez, donc le sommeil lent est en gris, le sommeil vert en paradoxal, plus on avance dans la nuit, plus le sommeil paradoxal prend de l'amplitude. D'accord ?
Donc, le sommeil lent, c'est surtout au début de la nuit. C'est un sommeil calme, une respiration régulière. Et là, pendant ce sommeil lent, le réveil est difficile. D'accord? Donc, c'est un sommeil profond. Par contre, le sommeil paradoxal, c'est surtout en fin de nuit. Donc, vous voyez, ça s'agrandit. Hein, c'est presque le dernier cycle, c'est presque que du paradoxal. Souvent, on a des secousses musculaires pendant ce sommeil. Le réveil est facile et c'est à ce moment-là qu'on va se souvenir davantage du rêve parce que c'est dans ce temps-là qu'on fait le rêve et comme il est de plus en plus long, on s'en souvient de plus en plus. Des questions sur ce cycle du sommeil ? Alors, on va rentrer au cœur du sujet. Là, je vous expliquais un petit peu le processus du sommeil. Donc, les préoccupations favorisent l'éveil et donc l'insomnie. Plus on aura le petit moulin mental qui pédale, plus ce sera difficile de s'endormir. Donc, à l'origine de l'insomnie, on retrouve souvent des éléments déclencheurs qui sont en lien avec les états émotionnels. Le stress, l'anxiété, les difficultés familiales ou professionnelles, les préoccupations qui sont récurrentes, qui n'arrêtent pas de tourner en boucle. Donc le plus souvent, les difficultés d'endormissement sont liées à ces pensées qui préoccupent, parce qu'on est fixé, c'est quelquefois une vraie obsession. Des pensées récurrentes, ça va être très difficile de s'endormir. Donc le mieux, c'est soit de prendre un papier, un crayon, et on note ses préoccupations, et on pose le papier à côté du lit. Comme ça, les pensées, elles sont parties à l'extérieur de moi, et je sais que je ne vais pas les oublier, et que j'y penserai demain. Parce que souvent, c'est ça, la préoccupation, c'est qu'il faut absolument que je trouve une solution, parce que si demain j'ai oublié ma problématique, je ne vais pas trouver ma solution. Donc je pose ça sur le papier, sur ma table de nuit. D'accord ? Ça peut être aussi, je me lève et je vais faire quelque chose qui me change les idées. D'accord ? Donc ça, c'est la problématique de l'endormissement, c'est souvent lié à ça, ces préoccupations. Alors, j'ai relevé là plusieurs... l'article, c'était les pathologies du sommeil. C'est un bien grand mot pour moi, parce qu'on n'est pas médecin ni l'une ni l'autre. Mais pathologie dans le sens du dérèglement, je vais dire. Donc, ils émettaient 3 niveaux d'insomnie. L'insomnie éphémère, qui dure quelques nuits. Donc là, ça peut être une problématique ponctuelle qui est là pour quelques jours, qu'il faut que je résolve. Donc un stress passager, une surexcitation, par exemple le sport que je me suis mise à faire avant de m'endormir. Je me suis acheté un vélo d'appartement et je pédale comme une folle avant de m'endormir. Et il me faut quelques nuits avant de prendre conscience que c'est peut-être pas tout à fait ce qu'il faut que je fasse. Pratique d'une activité sportive, maladie passagère, parce que c'est vrai quand on est malade, bien sûr, là on ne peut pas dire que ce soit une problématique pathologique. Voilà, ça peut être que passager. Ensuite, il y a l'insomnie occasionnelle qui peut durer plusieurs semaines, qui peut être en conséquence d'un choc émotionnel, d'un changement au niveau de vie, l'annonce d'un licenciement, un déménagement, ou voilà, un enfant qui s'est éloigné pendant quelques temps qui nous préoccupe, enfin voilà, des choses comme ça. Et puis après, il y a l'insomnie chronique, qui est nommée chronique au-delà de 4 semaines consécutives. Et là, dans ces insomnies chroniques, on a de la fatigue qui s'accumule, une dette de sommeil, parce qu'à chaque nuit, il me manque du sommeil, et là, ça devient vraiment problématique. Et c'est là qu'il s'inscrit une perte de performance et des états de déprime souvent qui s'enclenchent derrière. Donc nombreux sont les facteurs susceptibles de nuire à la qualité de notre sommeil. Donc j'ai envie de dire, la première chose à faire, c'est d'essayer de comprendre, dès le début, quand on a un dérèglement de sommeil, de comprendre qu'est-ce qui a pu changer dans ma vie pour que ça engendre cette problématique de sommeil. Parce que si on attend trop longtemps, on oublie la problématique et on s'enfonce dedans et ça devient vraiment chronique après. Donc il vaut mieux ne pas dépasser l'insomnie occasionnelle pour pouvoir essayer de comprendre ce qui se passe et agir sur la problématique qui enclenche ça. Ce qui est aussi à savoir, c'est que les troubles du sommeil constituent l'un des signes précurseurs de la dépression. C'en est le symptôme précoce.
75 à 90% des dépressifs, bien sûr, ont des problèmes d'insomnie. Et sachant que c'est très... en général, c'est le premier symptôme qui se décèle, hein, c'est la fatigue, l'énervement et le manque de sommeil. Donc il est, comme je disais juste à l'instant, il faut éviter de laisser s'installer la perte du sommeil, parce que ça peut être un signe précurseur. Donc au début, ça peut être juste de la déprime, et pour éviter de tomber dans la dépression, il vaut mieux essayer de trouver la solution avant. Donc différentes façons de perdre le sommeil. Donc ça peut être les insomnies fin de nuit, je me réveille à 2 h du matin, j'arrive plus à m'endormir. Ça peut être un sommeil très agité, des réveils précoces, des réveils plusieurs fois dans la nuit par exemple, des pertes de valeur réparatrice du sommeil. Je me réveille le matin, c'est comme si je n'avais pas dormi, hein. Ça c'est en général le reflet des nuits agitées, la fatigue dès le réveil. Donc et c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que c'est la mauvaise qualité du sommeil peut emmener aussi à un état dépressif, hein. Donc en complément d'un diagnostic médical, la sophrologie peut s'avérer être une technique complémentaire vraiment efficace. Alors comment peut-on mieux gérer son sommeil avec la sophrologie? Mais avant de passer sur ce registre-là, est-ce que vous avez des questions, des remarques, hein, parce que peut-être s'il y a des gens qui sont vraiment insomniaques, ont peut-être des réactions par rapport à tout ce que je viens de dire. Non? Non. Ok, alors on continue. Donc dans la lutte contre le sommeil, ça a été prouvé, hein, que les techniques de sophrologie étaient vraiment efficaces. Parce que déjà, elles conduisent à un relâchement du corps et de l'esprit. Donc c'est déjà deux choses très intéressantes. Et à partir du moment où on va relâcher le corps et l'esprit, on va pouvoir agir aussi sur l'émotionnel. D'accord? C'est les 3 niveaux où la sophrologie agit: le corps, le cœur, l'émotion et le mental. Hein? Dans un état d'apaisement, mais aussi une rencontre de compréhension de ce qui se passe. Donc tout à l'heure, je vous parlais d'un état de vigilance apaisé. Donc j'ai relevé ce petit article qui est, à mon sens, intéressant dans la compréhension justement de ce qu'apporte la sophrologie. Donc l'intensité d'activité du cerveau est mesurée par des ondes qui sont mesurables avec des électroencéphalogrammes. Il y a 5 formes d'ondes générées par le cerveau, qui sont celles-ci, donc delta, θ, alpha, bêta et gamma. Delta, c'est le sommeil profond. θ, la relaxation profonde. Alpha, c'est la relaxation légère et l'éveil de calme, de paix intérieure. Et ce niveau-là, alpha, c'est le niveau qu'on appelle sophroliminal en sophrologie. D'accord? C'est juste avant la relaxation profonde pour tomber dans le sommeil profond. Là, il y a encore un léger état de vigilance et de conscience ouverte. Et en dessous, vous avez le bêta qui est l'activité courante. Hein. Là, en ce moment, nous sommes en onde bêta. Et ensuite, il y a les ondes gamma qui sont une très grande activité cérébrale. Donc, les gens qui sont toujours en train de réfléchir, toujours en activation cérébrale, sont en gamma. Donc déjà, vous voyez, de gamma pour passer à delta, il faut déjà passer beaucoup plus de stades. Hein. Donc c'est déjà apprendre à descendre ces ondes pour pouvoir s'endormir plus facilement. Donc la sophrologie permet, grâce à la relaxation et l'apaisement du mental, d'atteindre ce seuil sophroliminal qui est en onde alpha. Donc quand on fait une séance de sophrologie, on est en onde alpha. Donc à chaque fois que vous allez faire une séance de sophrologie, vous allez vous mettre dans cette onde alpha. Donc pour vous endormir, ce sera beaucoup plus facile parce que le chemin sera fait et ça sera beaucoup plus facile. À chaque fois, vous allez ouvrir la porte pour atteindre les ondes alpha. Et il y en a pour qui c'est très facile. Mesdames, Ouais. elles ont fait une séance cet après-midi et elles me disaient justement qu'elles avaient été dans un état très profond et Sylvie, ça fait quoi?
petite dizaine de séances vous faites là maintenant? Depuis... Oui, que vous avez j'ai repris. repris, ça fait 10 séances. Voilà. Hein. Et là, ça y est, ça commence à être vraiment efficace. Après, il y a des jours aussi où c'est moins efficace. Parce que Clara, je crois qu'aujourd'hui, c'était moins facile. Hein, et il y a des jours où c'est beaucoup plus facile. Voilà. Donc, bien sûr, il y a de la fluctuation. Mais plus je vais faire des séances, plus ça va ouvrir les portes et plus ça va être facile. Et si je m'aperçois qu'un jour, c'est pas facile, je prends mon petit papier pour coucher mes problématiques. C'est une des solutions. Alors, quelques outils simples pour favoriser l'endormissement. La respiration, qui joue vraiment un rôle très important dans le processus de l'endormissement. La séance de base, c'est vraiment favoriser l'expire pour apaiser, 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 apaiser. Plus vous allez favoriser l'expire, plus vous allez favoriser cette descente au seuil sophroliminal. On l'expérimentera tout à l'heure. La détente musculaire profonde, qui est vraiment à mettre en place aussi pour déjà s'amener une qualité de présence. Quand on se met dans le corps et le relâchement musculaire, ça permet de chanter un peu les pensées, parce que quand on amène la conscience dans le corps, on est dans l'instant présent, hein, et automatiquement, le mental va se baisser. Il ne va peut-être pas se mettre dans le grand calme dès le début, mais il va s'apaiser. Il va repartir, il va redescendre. Mais plus vous l'expérimenterez, plus la conscience de la présence sera ici, et on va pouvoir activer en même temps une mise à distance des problématiques. Le training autogène, qui est un dérivé de la sophrologie, va permettre d'amener des sensations de bien-être en amenant soit de la lourdeur du corps pour se poser, avoir des sensations de relâchement plus intenses, ou de la chaleur. La chaleur amène vraiment des sensations de bien-être. Et puis on va apprendre à focaliser sur le positif pour l'installer et installer le calme et l'espoir avant de s'endormir. Hein. Installer le calme, se focaliser avant de s'endormir sur une petite chose positive de ma journée. Déjà, ça apprend à mettre en valeur le positif de chaque jour et ça vous permet d'avoir une petite bulle de positif qui pourrait être le gardien de votre nuit. Donc ça, c'est important. Et quand je disais tout à l'heure préparer sa journée dès le matin, c'est ça, c'est cultiver ce positif. Donc la sophrologie utilise cet état de conscience modifié pour calmer le système nerveux sympathique, hein, ce système nerveux qui est dans l'action, et activer le parasympathique qui nous permet de nous détendre et de nous relâcher et de nous apaiser. Et petit à petit, on va activer des nouvelles ressources naturelles qui sont à l'intérieur de nous. C'est juste aller chercher tout ce qu'on a à portée de main et l'activer. Alors j'ai beaucoup aimé cette phrase que j'ai lue. Dormir, c'est se désintéresser, de Bergson, qui est un philosophe. Hein, ces bébés, là, ils ont l'air vraiment dans la quiétude et la confiance en la vie. Et si on arrive à se mettre dans cet état-là, eh bien, je pense que nos nuits seront plus sereines, plus reposantes. Donc, c'est peut-être, si vous avez quelque chose à retenir de cette conférence, je pense que c'est ça, c'est dormir, c'est se désintéresser, c'est débrancher. Hein? Comme votre ordinateur ou votre télé, vous savez l'éteindre quand vous n'en voulez plus. Eh bien, votre mental et vos tensions musculaires, c'est ça, c'est débrancher. Je pars pour ma nuit, donc je débranche. Alors, c'est vrai que quelquefois, ça peut amener des craintes, parce que débrancher, ça rejoint la mort. Hein. Chaque nuit est une petite mort, et ça peut se... Hier soir, j'étais à une conférence justement sur l'enfant et le deuil, et justement la conférencière disait que chez nous, la mort était vraiment tabou, que c'était une grosse problématique au niveau des enfants. Mais c'est ça, la mort, c'est une petite mort, comme chaque instant est une petite mort, hein, parce qu'on a déjà, notre journée d'aujourd'hui, elle est morte, hein, et pour mieux repartir demain. Mais au moment de l'endormissement, c'est pour ça aussi que les enfants, ils ont une période de leur enfance où ils ont peur de dormir, ils ne veulent pas être dans le noir, parce qu'ils prennent conscience à cet âge-là de la mort, qu'avant ils n'en ont pas du tout conscience.
Donc, selon comment nous avons vécu cette période dans notre enfance, eh bien peut-être que le sommeil, à un moment de notre vie, va nous perturber sur ce registre-là. Hein. Donc, c'est aussi confiance en la vie. Donc si on arrive à être dans cet état d'esprit, que le soir je me couche et j'arrive à débrancher, le sommeil n'en sera que meilleur. C'est pas toujours facile, hein, tout ce que je dis. Et donc le sommeil se prépare dès l'éveil. Oh, mais comment fait-on toute la journée pour se préparer au sommeil du soir? Donc un sommeil de bonne qualité conditionne la qualité de veille active et procure les meilleures conditions pour assumer toutes les tâches de la journée avec efficacité et dynamisme. Mais c'est aussi l'inverse. Plus vous serez dans l'objectivité et la relativité des choses au long de votre journée, plus vous pourrez justement débrancher le soir et vous désintéresser. Parce que si on prend tout de plein fouet, tout à plein cœur, enfin voilà, tout plein la tête, ben le soir pour débrancher c'est pas facile. Hein. Comme je dis, on a un exercice de secouer des épaules en souffrant, on dit qu'on vide notre sac à dos. Ben, si le sac à dos est trop lourd, c'est pas facile de le lâcher. Puis quelquefois il est bien agrippé. Hein. Il faut le vider tous les jours. Et puis il faut le vider tous les jours, oui. Donc pour améliorer la qualité du sommeil, il est bon de s'y préparer. Tout se joue sur 24 heures, car le sommeil et l'éveil sont indissociables. Si vous avez une mauvaise nuit, vous allez avoir une journée qui va être fatigante, irritable, vous allez être grognon, vous allez tirer le nez des pieds, enfin plein de choses comme ça. Si vous dormez bien, vous allez avoir beaucoup plus de dynamique. Mais si vous avez de la dynamique, de la joie de vivre, de la légèreté dans votre journée, le soir, vous arriverez plus facilement à débrancher. Et tout ça, ça s'apprend. Donc, il faut faire équipe avec soi et mettre en place des outils sophrologiques pour apaiser le quotidien. Je pense que quand on a des problématiques de sommeil, la première chose à faire, c'est acquérir des outils pour apaiser sa journée. Parce que si on essaye d'améliorer son sommeil, mais qu'on y pense que la demi-heure d'avant d'aller se coucher, et que toute la journée on est surbooké à courir dans tous les sens, à se mettre une pression infernale, ça ne suffira pas. Ça, c'est pas possible. Là, il faudra prendre des comprimés qui, là, les pilules, font effet en un quart d'heure. Donc là, c'est la chose facile. Mais au bout d'un moment, l'efficacité diminue. Ça ne marche plus. Et puis je pense que le sommeil avec une petite pilule n'est pas du tout le même qu'avec un sommeil naturel, bien sûr. Hein. Alors je ne dis pas que les médicaments ne sont pas utiles par période, hein, mais quand même, même en prenant des médicaments, si c'est vraiment nécessaire, il est important de mettre en place des outils pour voir la vie différemment, pour appréhender son quotidien différemment. Donc la sophrologie, quelques outils où on va pouvoir apprendre à relâcher les tensions musculaires, mieux gérer son stress et ses émotions, parce que les émotions, quand on en a gros sur la patate, c'est difficile de devenir léger pour dormir. Améliorer ses capacités de concentration, ça peut être utile quand on a du sommeil à récupérer, le temps de la récupération, de retrouver un sommeil efficace, d'avoir des outils de concentration pour la journée, ça peut être intéressant. Développer la confiance en soi et donc la confiance en la vie aussi, hein, parce que quand on a confiance en soi, on peut s'ouvrir à la confiance en la vie et donc pouvoir débrancher plus facilement. Apprendre à se projeter de façon positive, et ça, c'est au moment du coucher, il est important, alors je dirais important, primordial, essayons de mettre en place, de prendre un temps, avant de s'endormir, même ne serait-ce allongé dans son lit, pendant cette phase d'endormissement qui ne doit pas dépasser un quart d'heure, 20 minutes grand maximum. Si dans les 20 minutes on n'est pas endormi, il vaut mieux se lever, aller faire quelque chose et revenir une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure après se coucher. Hein. Et donc cette phase d'endormissement, elle peut servir à refaire un zoom sur sa journée pour aller à la pêche des petites choses qui ont été agréables pour moi, sur lequel je n'ai même pas porté attention tout au long de ma journée. Une personne que j'ai croisée qui m'a dit bonjour avec un grand sourire, un rayon de soleil
qui m'a fait chaud au cœur, un oiseau que j'ai entendu chanter, un plat que j'ai dégusté, que ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé. Ça peut être des choses vraiment très très simples. Ou moi qui ai rencontré une personne que j'ai eu plaisir à voir. Plein de petites choses comme ça. Au début, c'est pas facile. Hein. Moi, je sais qu'au début, quand j'ai expérimenté ça, pendant ma formation, alors, notre prof, elle nous disait 4 plaisirs par jour. Au début, il me fallait 20 minutes pour en trouver un, et encore, je me disais, bon, ça c'est un plaisir. Et puis plus on s'entraîne, plus on en trouve, et au bout d'un moment, mais c'est des dizaines qu'on trouve, des petites lumières comme ça dans la journée qui sont vraiment très agréables. Et puis peut-être juste le temps, là j'ai réussi à me prendre 3 minutes rien que pour moi, pour souffler un peu entre 2 rendez-vous, enfin, des petites choses comme ça. Et ça, le fait de stimuler cet éveil positif avant de vous endormir, vous allez vous endormir sur des choses agréables déjà, donc le sommeil va être beaucoup plus récupérateur, et le lendemain matin, vous allez vous réveiller de façon positive, et vous allez être beaucoup plus à l'écoute de tout ce qui va être positif dans votre journée petit à petit. Et vous allez le repérer. Avant, c'est il me faut le soir que je me pose dessus et que je réfléchisse et tout. Mais après, ça va être à chaque instant, quand ça va se présenter, waouh, waouh, waouh. D'accord? Et donc après, la vie devient plus légère. Et ça se nourrit, ça s'auto-nourrit. Et développer sa capacité d'adaptation, parce que pour prendre du recul sur les choses et accueillir, accueillir les choses de façon plus sereine, il faut pouvoir s'adapter aux modifications, hein, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Quelquefois, il y a des imprévus qui peuvent nous énerver, mais si on arrive à prendre du recul, on peut s'adapter et même quelquefois y trouver des avantages. Hein? Tiens, il y en a qui n'était pas sorti. Stimuler sa dynamique de vie avec la RD, donc la RD c'est la relaxation dynamique. Donc tout à l'heure nous disions que la sophrologie est dynamique parce que le professeur Caicedo a mis des mouvements qui sont en lien un petit peu avec l'état d'esprit du yoga pour éveiller en nous dans cet état de conscience particulière qui est au seuil sophroliminal, éveiller les compréhensions de messages, hein, et nous mettre dans une dynamique de vie. Ok. Alors, quelques astuces. Je vais vous donner quelques astuces. Alors, à favoriser 1 heure à 30 minutes avant le coucher, selon le temps que vous avez. Alors, accrocher les soucis au porte-manteau, ça déjà, ça doit être quand vous arrivez du travail. Hein. Le manteau des lourdeurs de la journée de travail, il se pose à la porte. Comme les enfants, je leur fais poser le manteau d'énervement. Oui. Ça peut être aussi l'énervement à la maison quand on arrive. Je veux dire, il y a la famille à gérer. C'est parce que je rentre du travail que je pose mon sac, quoi. Oui, mais C'est eux pour en attaquer un autre. Oui, Ça oui. permet d'être plus léger, Voilà. en mettre un peu plus. Hein, vous allez poser le manteau du boulot, de la journée du boulot. Vous endossez les corvées familiales et avant d'aller vous coucher, vous posez les corvées familiales. Voilà. Donc avant de s'endormir, je vous parlais de noter vos préoccupations sur une feuille pour vraiment vous libérer l'esprit. Sur ce registre-là, je vais rejoindre une cliente que j'ai qui au début des consultations n'avait pas d'agenda. Elle avait une tête, je crois qu'elle allait exploser. Elle était tout le temps accrochée à son agenda mental, on va dire. Au bout de quelques séances, je lui ai suggéré d'acheter un agenda. Il lui a fallu un certain temps pour le faire. Après, elle avait l'agenda dans le sac, mais elle n'avait jamais le crayon pour écrire dedans. Mais maintenant, elle s'y est mise, et elle s'aperçoit bien que ça lui libère le mental. Parce qu'être mère de famille avec 2 enfants en bas âge, un job, il y a plein de choses à gérer, et si on fait tout ça avec la tête, c'est pas facile. Donc laisser sa journée s'éteindre, donc dans l'état d'esprit de laisser sa journée s'éteindre, donc là on est 1 heure à 30 minutes avant de se coucher. Hein. Laisser sa journée s'éteindre, c'est-à-dire fermer les ordinateurs, la télé, mettre une petite bougie ou baisser les halogènes si vous avez des lumières qui régulent. Hein, pour vous mettre un petit peu déjà dans une luminosité plus douce.
Et puis, imaginez un petit rituel, j'ai appelé ça un rituel plaisir du soir. C'est vraiment un temps que vous vous offrez pour vous faire plaisir. Ne serait-ce que 10 minutes, un quart d'heure, mais quelque chose que vous sentez, qui vous apporte et vous fait vraiment décompresser. Là, il fait beau et si vous avez un jardin, ça peut être aller faire 3 fois le tour du jardin pour regarder mes fleurs, sentir les odeurs, prendre une tisane ou autre chose, quelque chose de frais si vous préférez à ce temps-là, lire un bouquin que vous ouvrez à l'improviste pour lire 2 pages, voilà. Juste pour dire, ben voilà, là je lis ça, juste ça, et ça m'apporte ce que ça peut m'apporter, parce que ça permet vraiment de lâcher aussi. Hein. J'ouvre un livre à l'improviste et je lis un petit article et j'écoute ce que cet article a à me dire. Parce que ça, faire les choses comme ça à l'improviste, en général, les messages qui en ressortent sont toujours très, très, très parlants. Donc ça peut être justement la façon d'emmener quelque chose avec vous qui chemine toute la nuit, par exemple, hein, sans être un questionnement, sans être une préoccupation. Et puis le lendemain matin, peut-être vous allez vous réveiller dessus avec un éclairage. Hein, voilà, des petites idées comme ça. Donc c'est vraiment se délasser, s'offrir du plaisir. Et puis après, dans la journée, c'est réduire les facteurs du stress, mettre en place, donc tout à l'heure on parlait de la sieste flash, dans cette période, quand c'est possible, entre 13h et 15h. Si c'est 12h30, c'est bien aussi. Pour une bonne récupération, le temps de réorganiser des nuits régénératrices et récupératrices. Ça, je l'ai mis pour ceux qui ont vraiment du temps de sommeil à récupérer, la dette de sommeil. Mais pour chacun, c'est bien, ça va, de se poser quart d'heure. En général, on a le temps de se poser 10 minutes. Des questionnements? Non? Et bien voilà. Voilà la solution. Donc, au mois de juillet, je propose des ateliers des stress. Tout au long de l'année, je fais des séances de sophrologie de groupe qui sont hebdomadaires. L'été, j'arrête ces séances hebdomadaires et depuis l'année dernière, je propose des ateliers pour ceux qui n'ont pas envie tout au long de l'année suivre des sophrologies de groupe parce que vous avez d'autres activités. Comme là, les activités s'arrêtent. Donc là, ces ateliers des stress, c'est pour vous permettre d'acquérir des outils et mettre en place des choses. Donc, je vais, dans les 4 ateliers, je vais le rejoindre là cette année avec la dynamique du sommeil, justement. Mettre en place, comment je fais pour mettre en place des outils dans ma journée, de ce dont j'ai besoin. Donc, il y aura toute une réflexion de qu'est-ce que j'ai besoin dans mes journées à mettre en place, qu'est-ce qui me stresse le plus et quel outil en parallèle je vais pouvoir avoir. Et après, amener ce rituel de sommeil. Sachant que là, c'est sur 4 semaines et que le minimum à mettre en place pour que ce soit efficace et que ça reste ancré, c'est une pratique pendant 21 jours. Hein. Vous connaissez le cycle des 21 jours. Et pour que les choses s'ancrent à l'intérieur de soi, il faut faire quelque chose pendant 21 jours. Donc, ceux qui viendront à l'atelier, bien sûr, il y aura de la pratique à faire chez vous pour ancrer tout ça. Et là, ce sera 28 jours. Donc, c'est d'autant plus possible de l'ancrer. Donc, comme la sophrologie, c'est du pratico-pratique, nous allons vivre une séance. Vous allez vivre une séance, si vous le voulez bien. Et comment va se dérouler une séance? Donc, tout à l'heure, je vous disais que la sophrologie agit sur le corps, le cœur et l'esprit. Le but est vraiment de relier les choses pour trouver un équilibre qui soit juste pour chacun. Chacun est individuel, chacun vit la séance comme il le peut, avec la résonance qu'il en a par rapport à sa propre histoire. Le sophrologue ne fait que parler pendant toute la séance pour vous guider. Mais c'est un dialogue qui est suffisamment large, suffisamment ouvert pour que chacun trouve la résonance qu'il a y trouvé par rapport à son histoire. Et chaque
tout le monde va faire la même chose, hein, les mêmes mouvements, va suivre la même guidance, mais il n'y en a aucun de vous qui va avoir la même résonance intérieure. Hein. C'est vraiment votre résonance à vous. D'accord ? Avec vos possibilités, en essayant de ne pas se juger, juste accueillir ce qui est, ce qui se passe, et c'est à travers de ça que vous allez petit à petit acquérir des compréhensions. Donc la séance se vit les yeux fermés, avec la guidance du sophrologue. Le sophrologue vit la séance pour l'aider dans ce qu'on appelle le ternos logos, c'est le dialogue du sophrologue. Mais par contre, le sophrologue a les yeux ouverts parce qu'il veille sur vous, pour que tout se passe bien, pour voir s'il n'y a pas trop de réactions émotionnelles, pour adapter le dialogue, voilà, de déséquilibre ou de choses comme ça. Nous allons commencer la séance en position debout et après il y aura une phase en position assis parce que vivre la séance qui guide vers le sommeil en position debout, ce sera peut-être pas génial. La partie debout sera justement à vider et à préparer Voilà. cette journée idéale, peut-être, sans stress. Voilà, ou soit ça, soit à préparer Voilà, le sommeil soit ça. avant. Voilà. Hein? D'accord. Donc la séance, qu'est-ce qu'on a dit que l'on faisait? Alors, une partie debout, vous allez, donc pour l'instant on vous explique, hein. Donc vous allez en position debout, c'est Pascal qui va guider la partie debout, elle va vous accompagner pour porter votre attention sur chaque partie du corps, parce qu'en portant son attention sur chaque partie du corps, vous allez avoir la possibilité d'essayer de relâcher, d'accord? Je dis bien essayer parce que ce n'est pas toujours évident, hein. Donc c'est essayer de relâcher, et si ce n'est pas possible de relâcher, c'est prendre conscience que là j'ai une tension et j'arrive pas à relâcher. Et rien que le fait d'en prendre conscience, déjà vous ouvrez une porte vers autre chose. Ensuite il y aura ce fameux secouer des épaules pour se délester de la journée, se délester des préoccupations. Donc c'est j'inspire, je bloque ma respiration, je secoue mes épaules et je libère. Vraiment dans cette intention de poser les valises, hein, de vider le sac à dos. Ensuite, vous passerez en position assise. Et en position assise... Alors, la position assise, c'est vous mettre dans une position... c'est pas la position avachie. Hein, c'est... parce que Sakai Sedo l'a bien étudié. On peut se relâcher tout en étant responsable. Et si on intègre à l'intérieur de soi qu'on peut se relâcher tout en étant responsable de soi, dans la vie de tous les jours, dans nos actions, on va pouvoir se relâcher plus facilement. Donc j'essaye d'avoir les pieds par terre si j'ai les jambes assez longues. Je suis assise au fond du siège. Je peux avoir le dos appuyé, mais quand même un peu tonique. Les épaules relâchées, les bras aussi. Et j'ajuste ma tête pour que la nuque ne soit pas trop tendue. Et surtout pas le menton en l'air, parce que là vous allez rester dans le mental. Donc c'est le menton juste, voilà, la nuque juste un petit peu étirée. Et quand vous fermez les yeux, vous mettez le regard de vos yeux derrière vos paupières vers le bas de votre corps. Donc ça, le menton et les yeux vers le bas du corps, c'est vraiment une astuce pour lâcher plus facilement le mental. D'accord ? Et là, donc, nous allons vivre le tension détente, qui est un exercice qui permet de... à travers la contraction du corps, lui permettre de se relâcher encore plus. Hein, c'est comme si on allait chercher les tensions, en plus on envoie le message à la conscience, mais que quand je suis contractée, c'est pas très agréable. Ben ouais, hein, et puis que ça demande un effort aussi. Hein. Donc ça c'est intéressant d'envoyer ce message à la conscience. Avec mon souffle, j'impulse le relâchement. Et en même temps, je vous guiderai en... C'est toi qui le guide, ça? Non, c'est moi. Donc, avec l'expire, je vous guiderai pour mettre aussi en même temps un peu les choses à distance. Comme ça continuera de cheminer. Donc, nous le ferons sur la globalité du corps, 3 fois. Les exercices, nous les vivons toujours 3 fois, parce que la première fois, mais souvent c'est la découverte. La deuxième fois, vous rentrez un petit peu plus dans la dynamique du mouvement. Et la troisième fois, vous le faites sans guidance. Le sophrologue se tait, pour que vous soyez vraiment au cœur de vos sensations. Et puis que vous vous appropriez aussi l'exercice. Ce tension détente, quand vous rentrez dans votre lit, vous pouvez le faire.
pour impulser le relâchement et votre corps qui s'enfonce dans le matelas. Vraiment, avec ce relâchement, vous impulsez le message à votre corps comme quoi ça y est, il peut se reposer et que vous lâchez tout. Hein. C'est je me désintéresse dans l'expire. Et ensuite, je vous guiderai sur le cursus de la respiration. En même temps, donc là c'est vraiment la technique qui amène au sommeil, à une meilleure qualité de sommeil. C'est travailler sur l'expire, mais aussi travailler sur cette dynamique de qu'est-ce que je récupère de positif de ma journée, comment je l'emmène dans mon sommeil, et au réveil, comment je fais pour repartir avec une dynamique positive aussi.